d'expliquer, d'enseigner ce que vous avez vécu, plutôt que ce que vous avez vu. Évidemment, à l'opposé de vous, n'ayant pas une expérience considérable, j'ai beaucoup plus tendance à parler de ce que j'ai vécu que de la spécificité. Vous avez commencé votre exposé par nous assigner une mission. Et cette mission-là, c'est celle de soldats qui doivent se battre, se lever, aller au front contre la faim. Évidemment, c'est une mission que je pense qui est complexe ici. Parce que dans une des chansons que nous avons dans cette école, j'ai eu à une chanson qui commence par Sandra et Sandra. Dans cette chanson, nous disons l'amour est notre vie, l'amour est notre force. Travaillons la terre pour nous le monde si nous échouons. Je pense que ça, seulement les slogans forts de cette instruction qui est la même. Évidemment, pour aboutir au sujet qui est le nôtre, vous êtes parti d'un diagnostic global des différentes crises qui sont en train, l'humanité est en train de vivre. Et vous avez pointé du doigt une crise assez particulière qui est la crise de la connaissance. Et partant de cette crise de la connaissance, vous avez débouché aujourd'hui sur les difficultés qu'il y a à obtenir des emplois, sur justement ce non-rendement économique par moment que les études spécifiques de nous confèrent. C'est vrai, c'est une crise parce que un grand penseur que vous connaissez, que vous avez certainement lu, Félix Sarr, aujourd'hui il a analysé la question de la crise de la connaissance en disant qu'aujourd'hui il y a une crise de l'école. C'est parce que nous avons uniquement enseigné à l'école une mission, une vocation économique. Or qu'il y a d'autres dimensions dans la formation et dans la construction de l'individu que l'école se confère. Donc, lui-même a besoin de mutation et de changement. Ma requête est la suivante. Moi, je pense que, et vous le savez, vous avez énormément de choses à offrir à l'humanité, à la jeunesse qui viendra après vous. Moi, je voudrais être pour vous ce que Emmanuel Macron a été pour Paul Ricoeur. Parce que, à un moment donné, Paul Ricoeur, qui est philosophe, qui a fait beaucoup de productions sur la morale et la politique, à un moment donné, tous les livres, toutes les productions que Paul Ricoeur faisait étaient écrites à la main par le jeune Emmanuel Macron. Moi, je voudrais, le jour où vous allez produire des ouvrages évidemment qui vont s'accommoder à ça, appelez-moi. Dites-moi, j'écrirai pour vous. Peut-être moi, je lirai pour vous. Parce que, quelque part, nous avons dit, quelques productions se font, il faut s'appuyer sur les épaules des peut-être congéants sur lesquels moi je dois m'appuyer, que toute la salle, congéants sur lesquels toute la salle doit s'appuyer. Mais nous avons des productions que nous allons savourer dans le match. Donc, c'est ce que je voulais en fait. Devenir un peu sur le contenu. Je pense que je n'ai pas fait, je parle là aussi parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes aujourd'hui. Chaque phrase, chaque mot est plein de sens et de signification. Donc je ne veux pas monopoliser la parole que je l'ai déjà fait. Donc je vais rendre la parole à l'assistance pour vos questions et pour vos commentaires par rapport au brillantissime exposé qui a été fait ici. Bonsoir. Et désolé au revoir. C'est bon? Bonsoir. Déjà, je ne veux pas parler à mon nom, je veux parler au nom de notre classe. Parce qu'on ne saurait vous remercier assez. On a fait 3 cours avec vous. Vous nous avez montré beaucoup de choses. En fait, vous faites partie de nos idoles maintenant. Quand on parle de certaines choses, on dit directement Dr. Mike. Vous nous avez donné votre expérience, vous avez servi votre intelligence, vous nous avez encouragé dans beaucoup de choses. En fait, je ne saurais gratifier votre courage, beaucoup. On vous remercie énormément en fait. On n'a pas le mot, on n'a vraiment pas le mot. On vous remercie déjà pour votre déplacement. On sait que vous devrez être sur le terrain, vous vous êtes sacrifié plusieurs fois pour nous. Déjà pour nous donner le cours, pour venir jusqu'ici, pour répondre à nos appels. Quand on avait des interrogations qui n'étaient pas liées au cours, même pour nos sujets de mémoire, en fait, vous étiez toujours présents. Merci énormément pour ça. Je n'ai pas de commentaires. Qui veut prendre la parole? Voilà, merci beaucoup, Monsieur Maillot.
Ce petit discours a été d'une importance très capitale parce qu'en si peu de temps, on a pu comprendre beaucoup de choses qu'un être humain normal qui n'avait pas assisté à cette conférence pouvait pas 5 fois 10 ans pour comprendre ces choses. En fait, la personne, la chose la plus capitale qu'on doit connaître, c'est qui elle est vraiment. Quand on se connaît, en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous motiver. Il y a beaucoup de choses face auxquelles on ne va jamais reculer parce qu'on sait que nous avons la force, nous avons les compétences, nous avons le courage et nous sommes en mesure de réaliser ces choses. Par rapport au discours, moi je vais vous poser une question. Alors, dans la vie d'entrepreneur, comment vous pouvez définir l'échec? Comment vous voyez l'échec concernant l'entrepreneur? Est-ce que c'est quelque chose qui nous oriente vers le futur? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus que normal? Est-ce que c'est quelque chose qui est indispensable, etc. Pour un entrepreneur, c'est quoi l'échec? Merci. Assalamu alaikum. D'abord, je vais compter un peu le compte des remerciements parce que ça va vous remercier la journée d'abord pour votre disponibilité. Alors, on a vu aujourd'hui pertinence et expérience nous saluons en tout cas cette expertise et ça nous est très utile parce que nous c'est ce que dit c'est pourquoi on a beaucoup aimé d'assister à votre conférence, d'en tirer aussi des enseignements. Et les questions tournées autour de notre agenda national. Parce que vous avez évoqué ici des valeurs que nous devons réfléchir sur notre pouvoir de l'échec. Moi, je parle du niveau national, notre pays pour Sénégal, par exemple. On ne peut pas dire qu'on a réussi. Du moins, on a échoué sur certains plans qui sont plus montés. Comme le secteur que nous avons avec l'agriculture. On peut pas avancer ici, on peut pas dire que tout va bien au Sénégal sur le secteur, mais en réalité, les acteurs qui sont sur l'administration, ce ne sera pas réellement. C'est un échec. Alors, cet échec, vis-à-vis de l'agriculture, seulement je pense seulement c'est ça. Mais pensez-vous à travers le développement personnel de toutes les attitudes que vous suggérez, se doter de ces attitudes-là, est-ce que réellement ça se trouve au niveau des principaux acteurs? Parce que si seulement c'était présent, on n'allait pas en quelque sorte être aujourd'hui à ce stade. On a beau compris les mots, on a compris les discours, les très beaux discours. On sait exactement comment on doit être, mais l'être, c'est ce qui pose problème le plus souvent. Donc, à votre qualité, après votre expérience, moi, ce que j'attends par rapport à la réponse, c'est de nous clarifier à ce sens. Qu'est-ce que vous pensez être le véritable problème pour que les gens qui connaissent autant de valeurs, qui connaissent autant de livres, qui décrivent des valeurs en tout cas qu'un homme, je ne dirais pas parfait, mais en tout cas qu'un homme qui veut réussir à détenir. Mais malgré tout ça, on sent qu'il y a toujours un problème qui persiste. Donc, pensez-vous à autre méthode par rapport à, pour en tout cas, mettre ces valeurs-là au niveau des acteurs, comme nous êtes futurs ingénieurs, futurs cadres, qui gèrent, parce qu'il faut l'avouer aussi, tout ce qui est caché, tout ce qui ne va pas dans ce pays, ce sont les ingénieurs qui sont responsables, sur tous les plans. Donc, le développement personnel, c'est bien. En fait, nous voulons exactement vous accentuer sur ce sens. Donc, qu'est-ce qui pose réellement problème? Qu'est-ce qui pose? D'autre part, on ne peut pas être aussi développé que ce réellement. Vous remercie. Merci. C'est une question. La première, à savoir, je vous ai entendu parler du leadership et de la définition de celle-ci. Et je voudrais savoir si est-ce qu'on est
se manifester dans le monde du travail. Parce qu'on nous a dit qu'il s'agit de compétences distinctives. Dans le futur, on dit que les gens qui n'ont pas ce leadership-là, ils ne vont pas pouvoir bien s'intégrer dans le monde professionnel. Donc, comment est-ce que va se comporter au bon leader dans le milieu? Merci. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais rejoindre les propos de Mademoiselle Nadia Tahel, qui vous remercie tantôt. Et au nom de tous les socialistes, nous vous remercions. Moi, j'aurais une question qui pourrait être bizarre, mais je me demandais où est-ce que vous qualifierez, où est-ce que vous mettrez ce lot de personnes qui pensent qui ne sont ni passifs ni entrepreneurs, qui jugent que le bonheur ne réside pas dans le fait de s'autocritiquer tout le temps. Voilà, merci. Merci. Bon, il y a d'abord la première question qui est très pertinente. Comment se manifeste le développement personnel au niveau professionnel? Bon, quand on parle de compétences distinctives, c'est une capacité que l'individu se donne pour entrer en compétition. Vous allez compétir à deux niveaux. Une compétition interne entre agronomes, mais une compétition hélas, vous allez être en compétition avec des économistes, des informaticiens, etc. Souvent, l'individu échoue quand il part en compétition parce qu'il n'a pas d'avantage comparatif et relatif. Alors là, c'est comme une arène. C'est comme une arène. C'est-à-dire, si tu ne te fortifies pas, tu n'essaies pas de partir de ton potentiel, tu ne te développes pas, tu ne seras pas apte à entrer en compétition. J'ai bien aimé ta question parce que ça veut dire que tu es compétitif. Écoutez, le monde actuel, c'est un monde de compétition. Les meilleurs sont devant, les moyens sont derrière, et les médiocres sont moins derrière. En bon Wolof, tout le monde se Wolof. Tout le monde. Il y a combien de docteurs qui sont bas? Combien d'ingénieurs qui sont? Le facteur qui explique qu'ils ne peuvent rien faire, c'est parce qu'ils ne sont pas compétitifs. Aucune école ne t'apprend à être compétitif. Alors, j'ai bien aimé cette conférence que vous avez proposée parce que ça donne la possibilité de réfléchir sur d'autres domaines de connaissances qui vont vous permettre de fortifier votre capacité technique. Bon, le gars qui a parlé d'entrepreneuriat, ça veut dire que toi tu es un futur entrepreneur. Vous savez, la vie, il y a des choix à faire. Il y a des gens qui disent, écoutez, moi je veux un emploi salarié. C'est un choix. Mais il y a des gens parmi vous qui n'ont pas besoin de salaire, qui veulent être entrepreneurs. C'est le truc clair depuis maintenant. C'est que chaque fasse son choix. Ce qui est important, ce n'est pas d'imiter quelqu'un qui a réussi dans un domaine bien déterminé. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez l'impression de faire ce que vous avez envie de faire. Ça rejoint un peu aussi la question sur la compétence distinctive. Bon, c'est vrai qu'on peut énumérer un certain nombre de compétences clés sur le plan distinctif. La première compétence, c'est la communication d'aujourd'hui, le développement personnel. Apprendre à découvrir vos potentiels pour ne pas vous sous-estimer. Vous savez, l'individu, il peut échouer parce qu'il se sous-estime. N'acceptez jamais que quelqu'un vous sous-estime. En tout cas, quand vous vous sous-estimez, vous risquez de passer à côté. On ne vous a pas aussi demandé de réfléchir sur l'échec. Mais on demande de réfléchir sur le pourquoi de l'échec. C'est quand vous réfléchissez sur le pourquoi de l'échec que vous allez vous fortifier avec une masse de connaissances. Et ces connaissances, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est l'état culturel. Ça pose, c'est ça. Ça pose, il n'est pas France d'origine.
mais il était convaincu de son potentiel alors qu'il était lycéen. Il a commencé à développer un style de leadership au lycée. Ça me permet déjà de répondre à la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un leader. L'approche anglo-saxonne ou francophone pense que le leader, c'est quelqu'un qui est capable de diriger un groupe et à partir d'un système de communication, le conduire vers l'atteinte des objectifs fixés. Je ne crois pas en ça. Moi, je vois un peu, c'est ce qu'on nous enseigne dans les universités. Le leader, c'est quelqu'un qui est capable de guider un groupe et à partir d'une communication d'influence, l'amène à atteindre ses objectifs. Moi, je ne crois pas en ça. Pour moi, tout est leader parce que l'homme est un microcosme qui est Dieu. Nous sommes tous leaders. Et on ne n'est pas leader. Donc, pour te répondre, à partir de ce que je crois, le leader, c'est quelqu'un qui a découvert son potentiel. Et chaque individu a un potentiel. Le leader, en découvrant son potentiel, il apprend à faire ce qu'il faut faire et ce qu'il doit faire. Donc finalement, du coup, le leader, c'est quelqu'un qui sert les autres. Mais pour pouvoir servir les autres, il faut d'abord se servir. Il y a une loi naturelle, en général, quelqu'un qui est souvent en contradiction avec les autres, très souvent il est en contradiction avec lui-même. Madame, vous me vous voyez les gens, vous savez moi, quand vous plaisez de votre nature, vous ne pouvez pas expliquer du mal des autres. Vous savez, le cœur est énorme de serment. Tous les cœurs ont des serments. Ce n'est pas par hasard, les biologiquement, que le spermatozoïde ressemble à un serpent. Les serpents sont semés dans notre cœur. Et il y a des serpents bons et des serpents mauvais. Maintenant, quand vous nourrissez des serpents du cœur avec du bien, vous n'avez que des serpents qui. Mais quand vous nourrissez les serpents du cœur avec du mal, vous n'avez que des serpents mauvais. Encore moi, j'ai combattu la haine, la méchanceté, la jalousie, la méchanceté. Essayez de développer ça. Quand vous le développez, ça vous permet déjà de vous positionner sur deux écoles. L'école du leadership consistant à être cadre, capable de diriger au bout, à partir d'une communication d'influence, réaliser tous les objectifs qui sont fixés, mais avec le développement de qualité humaine, de qualité managériale et même d'attitude. Ça permet de dire que c'est nous qui avons compartimenté le monde, et le monde n'est pas compartimenté, la science n'est pas compartimentée. Tout est lié. Je sais que tu as un bac S. On parle de ce qu'on le bac R, on parle de France, mais lui, il parle de tout français. Très bien enrobé, dans un langage de rien. Ça. Et pourtant, moi, quand j'étais au collège, j'ai compris que pour être bien mathématicien, il faut être bien en français. Et du coup, je suis devenu poète. Oui, je suis devenu poète, mais je peux poétiser avec les mathématiques. D'accord? Bon, et comme l'autre l'a dit, j'ai bien aimé son image très symbolique. Il l'a dit tout à l'heure. Quand vous avez un sol, vous ne faites pas de l'assolement à rotation. Vous tuez le sol. Parce que l'homme n'est pas la monotonie. L'homme n'est pas la routine. Très souvent, réfugiez-vous à la foi, que tu sois chrétien, que tu sois musulman. Apprenez à considérer que vous possédez vous-même tout ce que Dieu a. Votre monde tout essayez de vous fortifier. En vous fortifiant, vous verrez que Suleiman, il nous pousse à réfléchir sur l'échec de tout un système. Mais écoutez, le système, qu'il soit agricole, qu'il soit industriel, il échoue lorsqu'on n'a pas mis dans ce système une masse critique de compétences humaines. Ce sont les hommes qui font les systèmes. Mais écoutez, tu dis à un CRR, quelle est la différence entre un jardin et un désert? C'est l'eau. Le désert, il n'y a pas d'eau. Le jardin, il y a de l'eau. La différence entre un jardin et un désert, ce n'est pas l'eau, ce sont les hommes. J'ai répondu à ta question. Donc, tant que nous ne nous mettons pas au service de l'excellence distinctive, au service de la compétence distinctive,
nous n'aurons pas dans notre nation la possibilité de se dresser comme des sujets très compétitifs et qui n'ont pas peur de la concurrence. N'ayez pas peur de la concurrence. Ne soyez pas frileux. Le message que je sers dans vos chambres, commencez à réfléchir sur votre potentiel. Vous serez impressionné de votre potentiel. Mais construisez votre devenir à partir de votre potentiel. Et ce soir, que tout le monde sache qu'est-ce que je serai en 2030. Que chacun dise ça, qu'est-ce que je serai en 2030. Et tu dis, toi d'être entrepreneur, et la première dame, elle est d'être bureaucrate. Elle va être chef de charge. Mais celui qui va être entrepreneur, il dit comment on peut faire ce qu'on appelle un linkage entre l'échec chez quelqu'un, un individu et un entrepreneur. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? De pas être très simple. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait à partir d'un processus bien déterminé, méthodique, raisonné, créer des biens et des services qui sont vendus sur un marché pour avoir leur profit. C'est ça un entrepreneur. Souvent on le confond au business. Le business, c'est pas de l'entrepreneuriat. Le business, c'est acheter et vendre. D'ailleurs, c'est pourquoi je suis contre l'agro-business. Il faut dire agro-entrepreneuriat. Oui, parce que faire du business, ça veut dire acheter et vendre. Bon, je sors tout de suite, j'ai vu le portable là, on me dit c'est 1000 francs. J'ai dit, tiens, ça je le vends. Bon, si j'ai 100 francs, j'ai un bénéfice, c'est le business. Mais quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est un processus dynamique où il y a 4 composantes. Ça permet de comprendre la réponse. La première composante de l'entreprise, c'est l'entrepreneur lui-même. Il y a des gens qui ne peuvent pas réussir en entrepreneuriat parce qu'ils n'ont ni le profil, ni la motivation, ni le comportement, ni l'attitude. Le profil, c'est quoi? C'est que quand tu n'es pas formaté à comprendre que on peut gagner de l'argent à partir d'un processus bien élaboré, méthodique, raisonné, nous permettant de partir de l'idée pour aller à la vente. C'est un voyage. L'entrepreneuriat, on part de l'idée à la vente. C'est quand il y a plein de petits agriculteurs là. Et il y a des gens qui vont s'arrêter en production. Donc tout le monde n'est pas habilité à réussir en entrepreneuriat parce que le profil de l'entrepreneur s'appuie sur 3 éléments. J'ai dans la salle d'un entrepreneur. Le premier élément qui est extrêmement important, c'est la motivation. Bon, je vais faire ça, mais je sais que je vais varier, c'est important. Je vais varier parce que tu prends. Vous avez un goût des littéraires et un sécurité. Je vais vous donner un exemple. Vous avez une fleur. Hein? Fleur, beaucoup n'ont pas compris fleur. Le conscient, l'inconscient et le subconscient. En termes de là, je discutais souvent avec mon pote parce que moi je suis des philosophes. Je suis foutant. Parce qu'en communiquant avec les amis, on finit par comprendre que la quintessence de la nature fait tout. Voilà, c'est tout. Je ne crois pas qu'on parte, ça va combattre. Alors, Freud l'a dit, chaque individu a un conscient. Le conscient, c'est quoi? C'est ce qui s'éveille en vous. Vous voyez, vous êtes capable de parler, vous êtes capable de faire des choix. Ça, c'est la partie la plus dure de l'être. La plus dure de l'être. Parce qu'on n'a pas besoin d'apprendre comment on mange à un enfant. Il observe avec l'image. Alors il dit, mais il y a un autre élément qui est en nous, qui est beaucoup plus élaboré et que nous pouvons faciliter, le subconscient. Le subconscient, c'est un mélange composé de 2 éléments, ce que Dieu a dit et ce que Dieu a dit. C'est ça le subconscient. Et c'est ce subconscient qui va servir le système de régulation de tout ce que nous faisons. Maintenant, nous avons un ennemi qui nous fatigue. Pourquoi c'est l'inconscient? Parce que l'inconscient, c'est un enregistreur. C'est un enregistreur, il est fou. Je parle d'inconscient.
J'étais fou. Alors, vous avez vu un de vos profs avec un Range Rover. Alors, M. Baye dit, tiens, ce Range Rover, il est à moi. Automatiquement, ton inconscient l'enregistre pour dire, le patron a dit qu'il va Range Rover, il l'aura. Ah oui, c'est vrai. Mais, Gouretiam, il dit, parce que ton inconscient va dire que le patron a dit que cette voiture ne sera jamais à ma portée. Tu l'auras pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, Freud avait essayé de montrer que ne vous focalisez pas sur la conscience qui est connectée avec l'esprit humain, qui est une masse de connaissances intarissables sur lesquelles nous faisons un ensemble de représentations qui sont des chiffres, des briques de connaissances sur lesquelles nous nous appuyons, sans pouvoir souvent les traduire dans des dimensions concrètes. Parce que la connaissance, tant qu'elle ne se traduit pas dans une dimension concrète, on perd du temps. Vous apprenez chaque fois des choses que vous ne comprenez pas. Ça dit, vous ne comprenez pas. Par contre, lorsque vous vous référez à ça, donc l'autre partie de l'homme, c'est-à-dire le subconscient, ça c'est un générateur de connaissances concrètes, un générateur de position. D'ailleurs, le subconscient, il passe tout son temps à gifler l'inconscient, en lui disant arrête. C'est ça que je veux dire. Définitivement, il y a des gens qui croient en eux. Le secret que je vous donne, c'est quoi? Moi, je ne crois pas à la contrainte, je ne crois pas à l'obstacle, je ne crois pas au problème. Et c'est ça qui fait que je ne pense jamais à l'échec. Très souvent, je fais quelque chose, je n'ai pas obtenu de résultats, je ne me permets pas de réfléchir sur les résultats, mais je réfléchis sur ce qui m'avait motivé pour faire ça. Et en pensant à ce qui m'avait motivé, je me sens plus réel et plus fort. C'est pourquoi même si dans mes poches il n'y a pas d'argent, je suis content. Parce que l'argent est un merci. Et vous faites souvent de l'argent d'un système de protection. L'argent est un merci. Vous vivez sans argent. Donc l'entrepreneur qui échoue, c'est un problème de profit. C'est-à-dire qu'il a un mental qui n'est pas favorable à la production d'un système sur lequel il s'appuie sur un processus logique pour partir de l'idée à la vente du premier produit. Mettez tous les facteurs possibles, vous verrez que certains ne peuvent pas ça. Le deuxième élément, en termes de profil de l'entrepreneur, c'est qu'un entrepreneur, il a une volonté qu'il a lui-même cultivée, et il vénère cette volonté, la volonté se transforme en feu. Et c'est le feu qui crée la chose. Et très souvent, il faut des gens qui passent tout le temps de parler d'entrepreneuriat, ils vont le réussir. Mais écoutez, moi j'étais fonctionnaire, j'ai démissionné de la fonction publique, je pense, en 2004. Parce que je sous-estimais le salaire en 2003, il y a certains qui étaient fonctionnaires. Bon, quand j'ai démissionné de la fonction publique, pour écouter les rames. Donc, parce que, en fait, j'ai fait mon projet, ce que je vous enseigne, et je le traite. Je le traite bien. Alors, j'ai intégré une très grande boîte. C'est un ministère, je suis conseiller technique. Parce que j'ai rencontré le ministre à un atelier, j'ai fait une restitution, il me dit, est-ce que tu veux être mon conseiller? Je dis oui. Mais écoutez, je suis parti pour le conseiller, j'avais un bon salaire, il y avait beaucoup de carburant. Mais ce qui gênait, c'est quoi? C'est que moi, je sais que mes débats, j'aime pas le conformisme. Et j'ai démissionné. Non, j'ai démissionné parce que je n'ai pas le conformisme. Parce que j'ai pu comprendre à la nature de l'air, il y a une dimension multidimensionnelle. Lorsqu'on étouffe l'individu, il finit par devenir autre chose qu'on est. C'est pourquoi il faut être modeste dans la vie. Alors, après du coup, je suis rejoint
une ONG où c'était un bon salaire. Hein. Mais je n'ai pas voulu le salaire, c'était intéressant. Je faisais 6 pays en Afrique pour gérer les Integrity Programming Model, hein, pour parler de child well-being, n'importe quoi. J'étais un brillant manager de projet, je faisais du bon boulot, c'était intéressant. Tu vas dans certains pays, tu es dans un hôtel, tu es en charge. Moi, j'ai voulu, j'ai démissionné. Vous voyez, le mandat de PM, c'est quoi? C'est quelqu'un qui refuse de confort. Et du coup, dans toute ma carrière, je n'ai pas fait 3 ans dans une organisation. Donc, je ne suis pas dans le PM à l'organisation. J'ai quelqu'un qui passe un salaire de cadre. Donc, chacun a sa vie. Si tu veux, tu vas donner. Moi, je ne pas. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, dès ma temps de jeunesse, j'ai au moins réussi à configurer ma vie. Et en configurant ma vie, je le fais de formater ça quand tu me le proposes, je ne formate pas. Donc c'est ça. Donc chacun a sa motive. Ce qui fait qu'on échoue, c'est qu'on n'a pas de motivation. On ne sait pas le pourquoi de ce qu'on fait. On se focalise sur le comment. En amont et en aval. Le comment en amont, c'est-à-dire fixer des objectifs. Le comment en aval, souvent vous évitez les gens. Mais essayez de vous-même. Il y a maintenant, à côté de cette première composante qui est avant, une autre composante importante, c'est l'envie de liberté. Vous savez qu'est-ce que c'est que la liberté? La liberté est une valeur cardinale permettant à l'individu de situer tout ce qu'il fait dans l'orbite de ce qu'il est et ce qu'il fait. Et je vous parle là-bas de liberté, c'est-à-dire la liberté se traduit par une simple position que vous avez vous-même en se disant que j'ai envie de produire tout ce que je mange. J'ai envie de sortir de ma poche pour payer les amis. Et vous êtes venu à l'exemple, vous avez abandonné vos parents, vous êtes dans un cadre social parce que vous apprenez à être libre. C'est tout. C'est tout. Vous allez rompre avec ce système de dépendance parentale qui fait que peut-être qu'aujourd'hui, la plupart parmi vous, avec votre mère et tout cela, vous achetez vos dîmes, vos gagnants. Et vos gagnants là est exaspéré. Si vous êtes content, vous êtes exaspéré. C'est une liberté. Mais qu'on confond souvent avec le pouvoir. Parce que la liberté est différente du pouvoir. Quand on a un pouvoir, on est autonome. On est autonome. Alors que la liberté est intérieure, l'autonomie est une tradition. Mais quand il est libre, il le structure dans sa tête, et l'autonomie c'est une concrétisation de la liberté. C'est la quête de pouvoir. Pouvoir faire ce que je veux faire, le pouvoir choisir ce que j'ai envie de faire, le pouvoir vivre, le pouvoir être, tout ça c'est du pouvoir. Alors ça renvoie un peu à la question que je soulève dans notre salut. Beaucoup échouent parce qu'ils n'ont pas senti ce moyen de jonction entre la liberté et l'autonomie. Un autre aspect qui fait que les gens échouent, c'est quoi? C'est qu'ils n'acceptent pas que dans l'entrepreneuriat, il y a la dimension process, c'est le processus, et la dimension management. La dimension process, c'est quoi? Bon, tous ceux qui ont réussi en entreprise sont partis d'une idée très simple. Mais ils ont quand même essayé de voir la faisabilité de l'idée. La faisabilité de l'idée, bon, c'est la faisabilité commerciale, la faisabilité technique, la faisabilité sociale, la faisabilité institutionnelle, la faisabilité économique, la faisabilité financière. Donc, vous avez une idée faisable, elle se transforme en projet. Mais le projet aussi, vous ne pouvez pas soutenir le plan d'affaires. Le plan d'affaires, vous ne pouvez pas soutenir ça. Donc, quand vous faites votre plan d'affaires, il essaie, le plan d'affaires, de dire ce que sera l'entreprise dans 5 ans, dans 6 ans. C'est un peu du développement de l'entreprise. Donc, vous avez une idée de ce que sera l'entreprise en 5 ans, en 6 ans. Maintenant, quand on est sur l'angle managérial, on fait tout pour ce qu'on a écrit comme devenir de l'entreprise se réalise. Mais vous n'allez jamais lancer une entreprise en étant conscient que vous allez perdre. On met une entreprise pour se sécuriser. On met une entreprise pour rembourser le crédit. On met une entreprise pour être satisfait, avoir de l'argent, la conquête, le désir de liberté, le désir d'autonomie.
Donc voilà un peu ce que les gens ne comprennent pas. Une entreprise a tout un process. Et c'est la transformation de l'idée en projet, du projet en unité de production, et l'unité de production doit vendre pour qu'on fasse du bénéfice. Alors de là, vous voyez que donc, si vous n'avez pas conscience du process, vous êtes pressé. On ne peut pas faire en 2 ans ce qu'on doit faire en 20 ans. Maintenant, l'angle managérial, c'est-à-dire, vous essayez de transformer ce qui est écrit en réalité. La transformation du plan d'affaires en réalité suppose que vous-même vous ayez du talent managérial. Et ce talent managérial, bon, il y a beaucoup de références que vous pouvez avoir, mais moi j'ai une seule référence. J'ai dit, un bon manager doit être C4 pompiers. C4 pompiers. C'est ce que j'ai appris. Bon, c'est une qualité. Bon, C4, ça veut dire 4C. Un bon manager doit avoir la capacité de commandement. Le premier, c'est le commandement. Il faut commander. Parce que quand vous êtes avec des gens, ok, vous n'avez aucune certitude qu'ils ont tous la même mentalité, les mêmes dispositions. Par contre, il faut montrer qu'il y a l'exercice de commandement. D'ailleurs, dans les états-majors, c'est l'unité de commandement qui gagne la guerre. À travers la stratégie, c'est vrai. Qu'elle soit offensive, qu'elle soit défensive, mais la guerre, ce n'est pas une question de force, mais c'est une question de stratégie. Donc il faut chaque fois donner des commandes pour l'exil. Vous êtes chef de travaux dans une grande ferme, vous avez 50 000 Montbéliard, vous cultivez sur 20 hectares, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Ne vous rêvez pas, c'est un exemple. Mais écoutez, si vous avez l'unité de commandement ici, vous devez savoir que vous êtes un ingénieur. Vous connaissez ce que les autres ne connaissent pas. Vous avez donc une commande à exercer. Le deuxième, c'est la communication. Il faut savoir communiquer. Ça renvoie à la question développement personnel en milieu professionnel. La communication est un art. Si la compétence technique pèse 20%, la communication pèse 80%. Parce que c'est une affaire d'homme à homme. Donc ne pensez pas que quand vous êtes techniquement bon, c'est fini. Non, apprenez à communiquer. Communiquer, c'est intéressant. Mais la communication est un exercice relationnel permettant à un individu de pouvoir mettre en l'autre un langage codé par moment ou bien un langage assez ouvert. Mais la finalité, c'est la compréhension. Donc communiquer. Le troisième, c'est la coordination. Faire une coordination, c'est mettre dans l'harmonie un ensemble d'activités qui semblent être juxtaposées, mais en réalité, les activités s'imbriquent les unes avec les autres. Et l'harmonie permet de garantir le résultat. C'est la coordination. Tout ingénieur a besoin de ça. Et le dernier, c'est le contrôle. Tout ce que vous avez lancé comme commande, ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas fait un contrôle pour se rendre compte de l'état d'exécution, de la conquête, de l'efficacité, de l'efficience, de la cohérence, de la pertinence. Vous devez être capable d'exercer un contrôle pour corriger, pour savoir ce qui a été bien fait et ce qui n'a pas été bien fait. Alors du coup, vous avez les 4 C4, un peu de secret pour soi. Donc commandement. Vous voulez que les gens aient une commande, un ingénieur des commandes. Commandement, communication. Apprenez à communiquer parce que vous ne pouvez rien pas être autre chose qu'un être humain. L'être humain communique. Coordination, c'est mettre de l'harmonie dans ce qui se fait. Et enfin, maintenant le donkey, en bon rôle pour passer à ton. Un bon ingénieur doit savoir décider. Parce que beaucoup de choses sur les mains, ça ne marche pas parce qu'on a un problème de décision. Quand vous lisez Milton Bertalanffy, 1936, théorie générale des systèmes, il dit que le système de décision fonctionne à partir d'une accumulation d'informations et que ces décisions puissent se traduire en actions concrètes. C'est des sous-systèmes. Souvent, vous voulez décider sans avoir de bonnes informations.
Et des fois aussi, vous êtes carré, vous pensez que l'information technique suffit. Donc il faut des informations sociales, des informations culturelles, des informations. Et quand vous faites un bon matching, de tout ça vous permet de prendre de bonnes décisions. Une décision, elle est calculée du point de vue de sa pertinence par rapport à sa portée sur le temps. Ça, c'est les théories de l'école de la modélisation. Quand on prend une décision, lorsque ces effets se produisent dans le long terme, cette décision elle est stratégique. Elle entraîne beaucoup de dépenses. Lorsque la décision se traduit dans le moyen terme, c'est une décision tactique. Et quand se traduit dans le court terme, c'est une décision opérationnelle. Mais maintenant, les cas qu'on confond tout pas. On confond décision stratégique, décision tactique, décision opérationnelle. Et pourtant, le cas doit comprendre comment ces décisions se manifestent. C'est du management. Et tout en ayant la possibilité d'aller vers ce qu'on appelle l'école systémique. Bon, moi je suis partisan de l'école systémique. C'est-à-dire qu'on n'a pas une bonne décision si on n'a pas de bonnes informations. Il faut avoir de bonnes décisions pour créer de bonnes opérations, de bonnes actions. C'est pourquoi ce que vous faites, c'est intéressant, parce que chaque fois, en tant que chercheur, vous cherchez des informations scientifiques. Mais quand vous donnez aux ouvriers agricoles avec une affaire ça, vous ne connaissez jamais votre secret. Parce que vous avez fait de la chimie de la famille. Vous avez fait de la chimie de la famille. Vous avez fait. Mais souvent, il faut dire que les idées ne sont pas. Il fait ça, il change ça. Mais parce qu'il n'a pas les mêmes possibilités que vous. Parce que vous avez l'information scientifique qui vous a permis de faire des décisions stratégiques, tactiques et opérationnelles. L'homme, c'est l'organisation. Le propre de l'homme est l'organisation. D'ailleurs, pour permettre à l'homme de comprendre l'organisation, le différencie des autres êtres vivants, le Créateur a donné à nous la possibilité de contempler, d'observer les fourmis, le caméléon, oui, et les abeilles. Voilà les portes de la science de la nature. Les fourmis, les abeilles et le caméléon. Pour ce soir, peut-être que je vous l'ai dit, c'était uniquement la leçon du caméléon. Moi j'ai écrit un peu la leçon du caméléon pour les grands managers, la leçon des abeilles pour les grands managers et la leçon des fourmis. Mais pour la leçon du caméléon, regardez le caméléon. Il est très rare de voir un caméléon mourir à cause de sa fonction d'adaptation. Avec son humilité, sa modestie, il prend la couleur de l'espace qu'il a créé. En changeant de couleur, vous allez faire cette humilité, cette modestie. Le rat. Le caméléon est intelligent et lève souvent la tête. En regardant, il ne revient pas sa tête. Il déplace ses yeux latéralement. C'est pour fixer une vision. Il est conscient que le futur se dessine à partir du présent. Il ne fait rien sans avoir une certitude sur sa vision. C'est lorsque sa vision est claire qu'il va maintenant regarder ses bases arrière. Et pour conquérir ses bases arrière, avec ses pattes, il développe la technique de la préhension pour s'accrocher sur l'objet qu'il a créé, tout en mettant d'autres pattes se balancer avec sa queue pour surveiller sa base arrière. C'est lorsqu'il a une certitude sur sa vision, qu'il a bien assuré sa base arrière, qu'il a bien développé la fonction d'adaptation, qu'il se met à marcher lentement et dans de la prudence. Mais tout en enseignant de l'adaptation, il te dit, va interroger l'eau. On te l'a enseigné alors que tu étais plus jeune. L'eau est colore, l'eau est sans. Si tu que l'eau a enseigné au caméléon la fonction d'adaptation, c'est ça. C'est une leçon de management.
pourrait ne pas se faire. Et ça, c'est des histoires naturelles que vous vivez chaque jour. Donc voilà pourquoi l'organisation est importante. Donc quand vous voulez réussir une chose, vous mettez beaucoup d'accent sur l'organisation. Bon, c'est vrai, si vous allez dans les théories de Henri Bixben, il définit l'organisation à partir de deux éléments clés, la structure et la division du travail. La structure, c'est le fait de mettre en place une technostructure accompagnée par des fonctions de support et qui servent de relais pour la transmission de l'ordre du sommet stratégique à la base opérationnelle. Ça, c'est Henri Bixben. Mais quand il va dans la division du travail en tâches, il dit que tant qu'il n'y a pas une clarification des rôles, responsabilités et des tâches à exercer par les acteurs, on va avoir le système discordant. Et quand le système est discordant, ça veut dire qu'il n'y a pas d'organisation. Et le M, c'est le monitoring. On l'a mis en anglais, mais on aurait pu mettre suivi. Tout ce que vous lancez, vous avez lancé votre commande, madame, faites le suivi. Et en faisant le suivi, vous êtes bel et bien dans le management, vous êtes dans le développement personnel, parce que vous êtes sûr que vous n'allez pas échouer. Le conseil que je vous donne, en tant que cadre, quand vous confiez un travail à vos subalternes, vous ne serez jamais assuré que le travail est bien fait quand vous ne mettez pas la main dans la pâte. Commander, c'est mettre la main dans la pâte. Et en mettant la main dans la pâte, ça vous donne la possibilité de vous fortifier par un monde là vous êtes modeste. Et après le M, c'est le pays qu'il faut planifier. Nous avons pensé que le temps est une ressource, mais en réalité, le temps est un espace. La théorie de la relativité nous a enseigné que le temps et l'espace sont plus importants que le temps. C'est pourquoi les écoles de la modélisation, de l'optimisation ont travaillé sur le coût et le délai. D'une manière synchronisée, ils ont pu comprendre que le délai est plus fort que le coût. C'est pas il faut planifier. Et maintenant, le I, il faut innover. Il l'a dit tout à l'heure, j'ai été très séduit. Lorsque vous vous engouffrez dans de la routine, vous finirez par mourir. Il ne faut pas aimer la routine, il faut changer. La routine est rongeuse. La routine nous empêche de découvrir notre capacité à se mouvoir dans la fonction d'adaptation comportementale. Et la R, enfin, c'est la recherche. Et je l'ai dit, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup observer, il faut beaucoup écouter. Je n'ai eu que 3 années dans ma vie. Et ça, je dois à mon nom, j'étais un enseignant. Vous m'avez dit, dès le bataille, apprends à lire, apprends à observer, apprends à écouter. En lisant, nous avons la possibilité de nager dans différentes sagesses. Et la somme de ces sagesses cumulées nous permet d'avoir un potentiel exogène. Mais en savant écouter, nous donnons à notre oreille une possibilité. Parce que si on a 2 oreilles, 2 yeux, alors qu'on a un petit trou pour le nez, un petit trou pour la bouche. Demandez à un sage, l'homme a coupé du trou, après vous cherchez, nous en avons 2. Nous avons 2 trous. Je vous à calculer. 2 oreilles, 2 yeux, 4. Égale 4. Plus un nez égale 5. C'est vrai. Plus une bouche égale 6. Égale 6. Et les autres, j'en passe. Parce que ça, c'est de la commande. Donc il faut faire de la recherche. Mais l'individu de vous engouffrer dans la technique, chercher sur. Donc quelqu'un a posé une question sur l'entrepreneuriat, d'autres c'est sur le système. Bon, je devais commencer par ça. J'ai été très sensible à vos remerciements. Bon, vous savez, l'enseignant, je dis souvent aux jeunes enseignants, n'enseignez pas chercher de l'argent, c'est des tissus. Il faut enseigner pour avoir de la qualité. Mais aujourd'hui,
D'ailleurs, vous regardez beaucoup d'enseignants, ils vont enseigner ses livres, surtout au pas au fait qu'il a aux ordinateurs. D'inviter les gens à commencer à vous dire. Pour enseigner, c'est beaucoup d'art. C'est-à-dire quand vous pensez que pour enseigner, c'est pour avoir de la connaissance. En même temps, ça vous donne l'humilité. Parce qu'on apprend avec vous. On apprend avec vous. Donc ces remerciements vont droit au cœur. Et ça me pousse encore une fois de plus à rester accroché à une valeur que je connais. J'aurais aimé rester enseigné à vie. Parce que tout ce que j'ai une fois de capitaliser comme amplificateur de ma sagesse et de mon expérience de l'enseignement. Merci.